Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans Triangle Socle du Congo. La culture et le changement de mentalité, c'est le thème que nous avons développé la fois passée. Nous y revenons aujourd'hui pour répondre à plusieurs questions de nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers la RDC, à travers le monde, en Europe. Nous avons reçu vos messages avec messieurs Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Prêt à répondre à plusieurs questions des téléspectateurs. Je vais commencer par la première qui disait, on a parlé bien de la culture et du changement de mentalité, mais il dit, s'il faut bien promouvoir notre culture et la rendre efficace, il faut procéder par la force pour éradiquer les mentalités basses. Comment vous répondez? Bon, chaque chose a son importance. La force a une importance, mais il n'est pas dit qu'elle doit être utilisée partout. Parce qu'il faut changer telle mentalité, il faut utiliser la force nécessairement. Non, il faut toujours relativiser. Elle peut être nécessaire là où c'est nécessaire, mais elle peut aussi ne pas être efficace dans plusieurs cas. Sinon, on arriverait à une dictature. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous voulez imposer est efficace et très bon? Parce que si c'est une loi, si on veut changer à travers une loi, là, la force a sa raison d'être. Non, mais les lois, vous avez cité les lois, ce n'est pas ce qui manque. Et pourtant, dans notre environnement, il y a toujours des antivaleurs. Je voudrais peut-être, parce que vous avez cité la loi, mais revenir sur cette autre question d'un téléspectateur qui disait sous Mouzé, il a apporté la force. Et quand on compare les niveaux de réflexion et surtout le niveau de la corruption tel qu'il a atteint le summum aujourd'hui, on peut dire qu'à l'époque de Mouzé, la force a quand même beaucoup aidé. Non, à tout moment, la force peut aider. C'est comme l'a dit Blaise Pascal. Une justice sans force est impuissante. Et une force sans justice est tyrannique. Donc, quand vous êtes juste, vous voulez faire ceci dans la justesse, mais quand vous n'avez pas la force, elle devient une justice impuissante, qui ne va même pas s'imposer aux gens. C'est comme maintenant, vous évoquez des lois qui existent. Mais si la force n'a pas suivi, voilà la conséquence des lois impuissantes. Non, mais si nous avons maintenant en face des lois où vous voulez imposer quelque chose, parce que c'est vous le chef, vous devez imposer. Maintenant, ça c'est la force que vous utilisez, mais qui peut entraîner à la tyrannie. Donc il faut toujours relativiser. Les deux sont nécessaires. Oui, vous parlez la justice et la force. Vous parlez de la justice, mais quand on sait qu'elle est procédurale, elle est lente, elle est aussi par moments compliquée, est-ce qu'on peut dire que la justice en soi est-elle une vraie force? Ou sinon, comment on peut définir la force appliquée sur la corruption, contre la corruption par exemple? Mais oui, mais c'est simple. S'il y a quelqu'un qui est mis en cause dans une action comme ça, appliquez simplement la loi. C'est tout. Maintenant, dans cette application de la loi, on n'applique pas la loi des bons cœurs. Il faut appliquer la loi, pas c'est la loi qui le demande. Or, cette loi n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est l'œuvre de toute une communauté. C'est en cela que la force devient nécessaire parce qu'elle va servir à appliquer une loi qui appartient à la communauté. Mais si c'était un désir d'un individu, là, ça devient, à moins que ça soit très bon. Mais vous savez sinon, on sombre dans la tyrannie. Nous sommes l'une peut-être des sociétés où quand on cite une autorité, une personnalité dans une affaire de corruption, de détournement, très vite, vous verrez des gens venir, nous, les ressortissants nous suivons de près l'affaire contre notre frère ou notre camarade politique ou je sais quoi. Nous sommes l'une des sociétés où tout le monde est innocent, même si il y a de manquements graves dans la pratique de la gouvernance pendant peut-être qu'il était aux affaires. Justement, c'est ça le paradoxe de notre société. C'est ce que je dis qu'il faut relativiser. On ne peut pas avoir
un plat préparé et puis vous l'imposez aux gens. Non. Parce que cette même société réclame le bonheur. Or, le bonheur passe par une certaine rigueur par tout le monde. Mais cette même personne, cette même société s'insurge contre ceux qui veulent appliquer la rigueur. Voilà les paradoxes de notre société. Nous sommes divisés autour de l'application même de la justice, sur les uns comme les autres. On ne doit pas dire que nous sommes divisés, mais ça prouve qu'il y a un problème profond, un problème de culture, c'est-à-dire on n'a pas encore accepté que moi je sois condamné alors que les autres ne le sont pas, ou que moi je sois condamné par tel alors que les gens de cette tribu ne le condamnent pas. Donc il y a beaucoup d'aspects, raison pour laquelle je dis qu'il faut relativiser. Au cas les cas, pour tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il appliquer la force ou appliquer la sensibilisation? C'est comme ça que les choses doivent évoluer. Alors, je voudrais la sensibilisation, on sait comment ça se passe, M. Bifumano, mais sinon, quand nous parlons de la force, comment nous définissons cette force? Est-ce que c'est la chicotte, comme Mosé l'a amené avec Tumbuyulu? S'il faut revenir à cela, c'est prohibé d'ailleurs par la loi, plusieurs conventions internationales aussi. Le niveau que nous avons atteint dans les antivaleurs et surtout dans la culturation, comment vous imaginez, comment vous représentez cette force qui pourrait nous aider à balayer peu à peu ces méfaits, ce crime social que nous vivons par moment? Oui, la force, comme je l'ai dit, il faut toujours relativiser. Ça, c'est un. Et deux, quand je parle toujours de la maîtrise des risques, les gens peut-être, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas encore compris le contenu intrinsèque de cette notion, la maîtrise des risques. Parce que quand on fait de la maîtrise des risques, on fait une cartographie des risques, on se dira tel cas qui se présente, comment devrais-je appliquer la force pour que les principes édictés puissent s'imposer? Est-ce qu'il faut chicoter les gens? Ça, c'est une première hypothèse. Par le passé, on l'a vécu. Vous avez cité tout récemment, vous avez cité le cas du feu président Laurent Désiré Kabila, où les gens étaient aussi chicotés. Mais quand vous allez faire l'analyse, est-ce que c'est une bonne technique? On vous dira... Ça a aidé. Ça aide. Ça a aidé, oui. Ça a aidé, concrètement. Que vous puissiez le reconnaître. Il n'y avait plus de vol de sacs, de vol de bijoux dans les grands centres comme Kinshasa aussi à l'époque. Mais c'est ça, mais pourquoi ne pas continuer? Parce qu'il y a eu d'autres paramètres qui sont ajoutés pour rendre cette force, l'application de la force par cette technique moins disante. À l'époque coloniale, pour que les gens puissent payer correctement les impôts, on chicotait les gens, même les cadavres. Alors maintenant, aujourd'hui, c'était une façon d'appliquer la force. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette force peut-elle être appliquée? D'ailleurs, quand on vous voit chicoter un cadavre au jour d'aujourd'hui, ça ne va émouvoir presque personne. C'est une profanation. Parce qu'avant, avant, toucher le corps d'un cadavre, c'est tout un problème. Même vous êtes enfant, regardez tout simplement le corps, c'est un problème. Mais maintenant, on est en train de pleurer ici, à 50 mètres, on danse. Vous voyez la relativité? Parce que quand vous direz, mes chers amis, mais ici nous avons un cas de décès, mais vous dansez pourquoi? Mais ça ne nous concerne pas. Voilà des réponses qu'on vous donne facilement. Alors, c'est ainsi qu'il faut relativiser. Donc, quel type de force on peut appliquer pour tel cas? C'est ainsi que la réflexion doit toujours précéder l'action. Oui, mais vous avez réfléchi autour de la maîtrise de risque, mais vous ne trouvez pas que cette approche, elle est théorique et beaucoup plus bureaucratique? Mais c'est ça l'inconvénient ou le malheur pour notre pays. Je dis bien c'est ça, le malheur de notre pays. Bientôt, vous aurez un article où je parle de pourquoi l'échec des programmes de fonds monétaires ou le financement de la BAD ou de la Banque mondiale. On constate qu'il y a un échec. Pourquoi? Vous aurez la réponse. C'est à partir justement de cette approche maîtrise des risques. Si la Banque mondiale, le Fonds monétaire, utilisaient cette approche en son temps, on ne serait pas arrivé à cette débâcle. Parce qu'on allait anticiper et dire ce que nous faisons va atteindre son objectif ou pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose.
avec notre société, si on n'anticipe pas les résultats de nos actions, mais on va toujours patauger. Mais comment anticiper? C'est justement en appliquant l'approche maîtrise des risques, qui est qualifiée aujourd'hui comme étant bureaucratique, tout ça, alors que même dans la bureaucratie, au Congo, qui l'applique? À part les banques, qui? Aucun service de l'État ne l'applique. Mais malgré ça, nous n'avons pas de banques aussi compétitives. Bon, je ne veux pas qu'on entre dans ce débat-là. On va peut-être revenir, et nous serons d'ailleurs heureux de lire cet article autour de la réflexion sur les investissements, ou sinon les dons, les crédits que nous avons auprès des institutions internationales. Mais parlons de cette culture, M. Bifoumanou. La culture, est-ce que vous êtes d'accord ou non qu'elle est évolutive? Elle s'inscrit dans l'évolution, et ce qui fait finalement que nous essayons un peu de moderniser certains rites, certaines habitudes qui étaient beaucoup plus originales. En essayant de les moderniser, nous sommes tombés encore beaucoup plus bas. Non, c'est-à-dire c'est cette approche qui n'est pas, cette logique de réflexion qui n'est pas, que moi je ne qualifierais pas de correcte. Pourquoi? Nous avons dans la nature ce qu'on appelle la loi de l'évolution. C'est une loi naturelle de l'évolution. Vous et nous, si nous étions encore au XIIe siècle, XIVe siècle, nous serions des vieillards avec, je ne sais pas, des pagnes, ou je ne sais pas comment sera habillé, avec des cheveux crépus, des dents peut-être, plus de dents dans la bouche, et passer le temps autour du feu. Mais aujourd'hui, nous voilà en costume et devant des caméras. Ça, c'est le fruit de l'évolution. Donc, le monde n'est pas statique, il est dynamique. Et ce dynamisme oblige que tout soit aussi dynamique. Et dans ce dynamisme, le plus important, c'est l'adaptation. Vous pouvez avoir de très bonnes idées aujourd'hui qui concerneraient, par exemple, les 2030. Des idées impeccables. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, il faut les appliquer. Est-ce qu'on peut appliquer les idées de 2030 en 2021 ou en 2022? On vous dira non. Donc, il faut s'adapter. Peut-être par rapport, on peut prophétiser, on peut anticiper certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer ça aujourd'hui. Donc, l'évolution, ça, c'est inévitable. Tout évolue. Je dis bien tout sur cette terre, ou dans l'univers d'ailleurs en général. Tout évolue. Oui, tout évolue, mais le domaine particulier, la culture humaine, la culture congolaise, traditionnelle telle que nous la connaissons, vous dites qu'elle est aussi soumise au changement, à l'évolution, mais nous avons d'autres espèces qui sont restées les mêmes, qui ont gardé leur façon de vivre, leur façon d'être. Les animaux, par exemple, mais ce n'est pas pour autant que le fait pour eux de ne pas s'adapter au changement les réduisent. Mais l'homme qui s'est adapté à plusieurs changements à la fois, et même le changement culturel, mais vous comptez aussi le nombre de dépravations. Oui, c'est-à-dire, ça peut aussi s'inscrire dans l'évolution. Toutes ces dépravations, toutes ces mécanismes... Est-ce que l'homme doit évoluer? La culture humaine doit évoluer pour tomber beaucoup plus bas? C'est ça la question. Oui, ça peut. C'est-à-dire dans l'évolution, quelqu'un peut poser un acte croyant que je fais du bien quand il se voit lui. Alors que par rapport aux autres, ça devient quelque chose de mauvais. Donc cette prise de conscience doit partir de quand? C'est quand on est sur une situation qui nous démontre que c'est mauvais. Alors maintenant, si cette situation qui est mauvaise, malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'endiguer, ça risque de prendre beaucoup de temps. C'est comme aux États-Unis. Si vous suivez les films de western, mais vous verrez que les États-Unis, c'est un pays qui a traversé beaucoup d'étapes. Le banditisme, le vrai banditisme a existé. Mais comme ce banditisme-là n'était pas bon pour la société, ils ont évolué pour transformer
disons, pour démontrer à la population que le banditisme est une mauvaise chose, qu'il faut vivre dans la légalité, dans la bonne humeur, et ainsi de suite. Donc, c'est un changement. Or, il y a moins de 3 siècles que cela a existé. Donc, ici aussi, chez nous, c'est la même chose. Une mauvaise chose peut venir, peut-être pour nous aider à prendre conscience. Par exemple, la malpropreté. Mais les gens croient que vivre sur la crasse, c'est une bonne chose. Vous allez dans un marché, dans nos marchés, les endroits les plus sales, c'est là où on vend la bouffe. Les endroits des marchés, faites une inspection dans les marchés, là où on vend de ceci, c'est propre. Mais là où on vend la nourriture, c'est très sale. Surtout là où on vend les légumes. On peut déposer les légumes à même le sol. Tout ça, ça fait quoi? Ça prouve que les gens n'ont pas encore atteint les niveaux requis pour comprendre ça. Malgré que le Corona est venu nous apprendre nous rappeler certaines règles de propriété. Voilà, donc maintenant ce sont les éléments naturels qui nous poussent à comprendre que ce que nous faisons pour le moment est une mauvaise chose, il faut changer. Donc, et ce changement, l'Europe d'aujourd'hui n'était pas comme ça il y a 2 siècles. Même les pays, tous les autres pays développés. C'est la même chose. Ce sont des pays qui ont subi des évolutions. Et nous aussi, nous avons cette obligation d'évoluer, de nous adapter. Maintenant, quand on fait le recensement de nos valeurs au jour d'aujourd'hui, on se pose la question, quelles sont les bonnes et les mauvaises valeurs? Et celles qui sont bonnes, on les maintient, et celles qui sont mauvaises, on doit les... Mais vous savez qu'autour des valeurs, déjà, nous avons du mal à avoir des valeurs qui font l'unanimité partout, et surtout dans nos tribus. Parlons par exemple de cette histoire de la dot qui a suscité un tollé dans notre environnement, dans notre pays. Il n'y a pas d'unanimité par là. Mais quand les députés ont cherché à initier une loi qui pourrait nous aider à parler le même langage, nous avons senti combien les Noko, les Papaleki, les Tatamwasi étaient beaucoup plus furieux parce qu'il y aurait un manque à gagner dans le panier de la dot. Non, on ne doit pas... Voilà les fruits, par exemple, de la non-application de la maîtrise des risques. Voilà un cas concret. Parce que si on avait fait cette approche, on avait raisonné selon cette approche, on aurait évité tout ça. On ne serait pas vite arrivé à la conclusion. Donc se taire, c'est tout. Pardon? Le député devrait se taire au lieu de commencer quelque chose pendant que les dégâts, ça existe, non? Vous avez peut-être déjà vu quelques factures? Non, c'est pour dire que l'approche, c'est-à-dire la façon dont il a abordé la question, en tout cas personnellement, je m'excuse. Non, mais en tant que parlementaire, il n'a pas 2 voix, c'est celle-là. Mais non, même en tant que parlementaire, ils ont des cabinets, ils peuvent s'informer aussi auprès des experts. Un parlementaire, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'aborder la question en allant à gauche ou à droite, recueillir les idées et puis proposer. Alors, mais là n'est pas le problème. Lui a fait sa proposition. Moi, je constate que cette approche maîtrise-risque a manqué dans la réflexion. Sinon, il se serait posé beaucoup de petites questions qui pouvaient l'amener justement à adopter une autre attitude. Par exemple, en disant, bon, comme il veut faire même un recensement de culture, le mariage dans telle culture, c'est comment? Voilà. Mariage dans telle... Maintenant, il recense tout ça et arrive à un consensus, ce qu'on peut appeler une synthèse. Voilà la bonne démonstration. Et en évoquant les risques éventuels, que si on va comme ça, voilà les risques. Est-ce que vous voulez, excusez-moi, vous voulez ignorer les dégâts, par moment, des scandales que l'on constate lors des dots, par exemple? Non, n'appelez pas ça scandale. Ah, ok. Quand on appelle ça scandale, on risque de croire que les gens sont fous quand ils viennent poser le problème des dots. Ce n'est pas de la folie, mais ils partent peut-être de certains éléments d'appréciation. Et à partir de ces éléments d'appréciation, ils se font une idée et ils font la proposition. Or, ça ne devait pas être comme ça. Maintenant, c'est question de les ramener sur le bon chemin. Parce que, déjà, le fait d'exiger que la famille de la femme doit recevoir la famille de l'homme. Ils viendront à 100, mais vous, la famille de la femme, vous devez les recevoir, nourrir, boire. Mais si la famille est modeste, n'a pas cet argent-là. Non, mais c'est des choses autour desquelles les familles peuvent parler.
Mais c'est ça aussi, autour de ces choses-là. Ce sont des charges qui peuvent être partagées. Mais ce sont ces genres de choses qu'il fallait aborder. Ça se partage déjà? Pas nécessairement. Mais ce sont ces genres. Voilà, vous voyez la dimension de l'affaire. Mais il fallait aussi dire, bon, désormais, quand la famille de l'homme va chez la femme, vous ne leur donnez rien. Avec un seul casier, tout suffit. Comme ça, au moins, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, nous avons besoin de $1000 parce que nous prendrons 600 pour recevoir la belle famille, et ainsi de suite. Il y a aussi des raisons comme ça. Alors maintenant, qu'ils statuent sur en disant, à part l'argent, $500, ok, et puis... les charges seront partagées? Pendant la bouffe, bon, la famille telle donne autant ou donne autant. Oui, ça, le débat au niveau du Parlement, ça peut ajouter ces éléments. Ou rien mais du au tout. moins, l'initiative... Ou rien du tout. C'est-à-dire, vous accueillez la belle famille, il y a de l'eau qu'on n'achète pas, ou vous pouvez acheter mais à faible coût, donner de l'eau, puis c'est tout. On peut se statuer comme ça. Mais vous êtes au moins conscient qu'il y a des jeunes, garçons surtout, qui envisagent même de se marier, qui rencontrent de vraies difficultés pour réunir la dot. Mais si on les aidait déjà avec un seuil raisonnable, vous ne pensez pas qu'on n'aurait pas, j'ai posé cette question la fois passée, on n'aurait pas de phénomène Yakatovanda? Non. C'est-à-dire, voilà le fait de raccourcir ou de diminuer l'intensité de ce phénomène. Mais le raccourci le plus scandaleux, c'est Yakatovanda. Ça, vous n'en parlez pas. Hein? Le même jeune qui déplore le montant de la dette, de la dot, oui. Plutôt de la dot, demandez-lui d'annuler la cérémonie de mariage de la fête. Il est le premier à très bien s'habiller. Il va chercher des costumes très bien, des chaussures vraiment de haut de gamme. Et puis organiser la fête, parce qu'il faut que les gens aillent danser, tout ça. Mais quand il s'agit de la dot, ils disent non, pas question de dot. Non, mais après, réglementer tout ça. Non, mais après tout ce folklore lié au mariage, il y en a aussi qui souffrent. Tant mieux. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour financer la vie après le mariage. Mais réglementer tout ça. Voilà des risques. Quand on analyse les risques, on arrive jusqu'à ça. Et la loi est importante aussi. Mais justement, maintenant, il faut réglementer tout ça. Que non, 1, la dot doit être plafonnée. 2, la famille qui va recevoir, soit ne donne rien, c'est la famille qui sera reçue qui va chercher à boire, à manger. 3, il n'y aura plus de fêtes pompeuses, pas de filles d'honneur qui coûtent encore cher aux mariés, pas ceci. Réglementer tout ça. Je sais que vous êtes aussi très cultivé en matière de tradition, mais dites-nous, aujourd'hui dans les listes de dot, les factures, comme on les appelle communément ici, on retrouve même des électroménagers. On retrouve, c'est vrai à la rigueur, on peut parler de calibre 12 comme ça se demande dans d'autres tribus, bien que ce sont des engins qui ne sont pas forcément fabriqués localement, mais il y a des électroménagers, d'autres articles qu'on demande dans des factures de la dot. Est-ce que tout ça, ça relève toujours de la culture traditionnelle telle qu'on voulait voir le mariage être célébré et organisé de façon purement culturelle et traditionnelle? Mais c'est ce que je parle de l'évolution. Parce que chez nous, je crois ma grand-mère, quand on l'avait épousée, je ne sais même pas si mon grand-père avait donné quelque chose de consistant. À l'époque, on appelait ça matendangulu. Matendangulu, ceux qui connaissent, ils comprennent, c'était une sorte de couverture. Aujourd'hui même, si la même couverture, on vous l'offrait, vous allez la refuser. Parce que j'en ai vu. C'est une couverture pratiquement... À l'époque, c'était une bonne couverture. Mais aujourd'hui, c'est une histoire. Mais aujourd'hui, nous avons des couvertures quand même modernes. Justement, maintenant, à l'époque... Qui ne coûtent pas cher. À l'époque, la dot se limitait à ça. Oui. On vous fixait 3, 4 couvertures. Mais c'est ça que je dis, nous avons des couvertures modernes. Non. Qui coûtent peut-être bien moins cher qu'un téléviseur, un congélateur. C'est pour que vous compreniez l'évolution des choses. La même société, quand nos grands-parents s'étaient mariés, il y avait juste les couvertures qu'on donnait comme dot. Tout s'est résumé à ces couvertures-là. 2 ou 3 couvertures, je ne pense même pas que ça dépassait 5. Mais c'était ça la dot et vous avez votre épouse. Mais quand ma mère s'est mariée, je ne sais pas si c'était ça. C'était plus que ça. Et maintenant, quand nous nous marions, nous sommes mariés, mais c'est plus que ça aussi.
Donc voilà le système d'évolution. Alors, raison pour laquelle, pour mieux légiférer dans cette affaire, on ne doit pas être strict, catégorique. Il faut relativiser certaines choses. Avoir des principes de relativisation tout simplement. Pour donner l'image que non, le mariage, c'est une entente, c'est deux personnes, un contrat entre deux personnes, mais aussi, moralement, c'est un contrat entre quatre entités. Nous avons l'homme et la femme, la famille de l'homme, la famille de la femme. Donc, ce sont toutes ces entités qu'il faut analyser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? C'est question il faut insuffler l'esprit en disant, chers amis, pour le mariage, ne soyez pas exigeants, soyez sobres, soyez ceci ou cela. C'est tout. Il y avait au moins... Quand il faut fixer les montants, là, ça devient délicat. Et là, c'est là où nous insurgeons pour dire, si l'approche risque avait existé dans cette démarche, il ne serait pas arrivé à ça. Oui, il y a un téléspectateur d'ailleurs pour vous appuyer, bon, je ne sais pas, il disait « Je ne marierai pas ma fille, par exemple, à un fils du président de la République ou d'un ministre, d'un premier ministre, au même coup qu'à un jeune garçon qui se débrouille dans le commerce ou dans l'administration, par exemple. » Mais c'est ça la relativité. Est-ce qu'on peut dire que la bourgeoisie, c'est elle qui est à la base, peut-être, qui est venue compliquer la donne en cette matière? Parce que tout le monde veut célébrer son mariage aux zoos, au grand hôtel, dans des milieux aussi huppés. Mais justement, c'est ça la compréhension, l'approfondissement de la question. Ça prouve quoi dans la société? Qu'il y a une classe moyenne qui émerge. Peut-être c'est une exigence de la classe moyenne. L'émergence de la classe moyenne oblige aux enfants de parler français, d'apprendre le français déjà à la maison, oblige aux parents d'envoyer les enfants à l'école en véhicule, alors qu'il y a quelques années, on ne vivait même pas tout ça. Est-ce que toutes ces dépenses-là que les parents font sur leurs enfants, les envoyer à l'école, les payer les grandes vacances, leur donner une vie aussi élevée, moyennement élevée, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, le parent peut dire, écoutez, ma fille, je demande autant parce que je l'ai envoyée à l'école. Non, ça peut peser aussi. C'est-à-dire, on peut tout dire. Une éducation coûteuse peut peser sur la facture de la dot. Chacun peut dire ce qu'il peut dire. Non, mais raison pour laquelle je voudrais comprendre de la relativité. Il faut relativiser les choses. On ne doit pas être catégorique. Parce qu'il y a des parents qui disent, bon, moi, toi, tu viens de commencer, juste, tu as terminé quand? Non, il y a une année, mais je suis encore au chômage. Tu es encore au chômage, tu n'as rien. Par conséquent, bon, tout ce qu'on va demander comme facture, bon, comprenez les membres de famille, il faut qu'il y ait quelque chose. Moi-même, je vais tout donner. Je te donnerai tout pour que tu viennes épouser ma fille, parce que tu n'as rien. Mais c'est la relativité. Mais on ne peut pas généraliser ça pour tous les cas. Donc, c'est un domaine où il faut relativiser les choses, donner seulement insister sur les principes de la moralité, que quand vous devez demander une facture, soyez sobre, soyez ceci. Ce sont ces genres de principes qu'il faut développer. Mais dire, il faut montant autant, c'est là où je trouve qu'on n'a pas fait une bonne analyse risque. Relativiser, principe de moralité, c'est-à-dire c'est un domaine qui doit vivre sans loi. Mais non, mais quelle est la loi de la morale? La morale n'a pas une loi, parce que c'est la morale qui prime tout. Parce qu'on peut sacrifier la morale au profit du droit, comme on peut sacrifier le droit au profit du politique. Donc, au départ, c'est la morale. Donc, si dans une société, vous vivez dans une certaine moralité, et vous avez développé... Mais vous savez que la morale, elle est libre, pendant que la loi, elle est contraignante. Mais c'est ça la différence. Alors, il faudra bien, il serait mieux de formaliser tout, de sorte que tout se conforme. Mais la formalisation ne veut pas dire fixer d'une façon express. La formalisation, c'est amener les gens à définir certains principes, c'est-à-dire, compte tenu de cette relativité, tenir compte de ça pour faire des propositions. Mais cette loi, quand on fixe le prix, n'a pas tenu compte de cette relativité. Quand vous devez uniformiser pour tout le monde, là, ça devient délicat. Même vous-même, vous retrouverez devant certaines situations pratiquement des blocages. Voilà. Même dans les pays, en Inde par exemple. Mais en Inde, c'est la femme qui va avec la dot.
Alors prenez ce principe-là, amenez-le ici. Donc c'est chaque société qui organise ces choses selon son bon vouloir, selon ses capacités, mais amener simplement la personne à à avoir un bon sens. C'est tout ce qu'on peut dire. Ou édicter certains principes qui va tenir compte de cette relativité. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Sinon, on dirait, vous, les vaches, désormais, plus question de vaches. Demandez l'argent, $500, comme c'est en brousse là-bas, $200, un point trait. Est-ce que vraiment, on aura fait une bonne chose? Non, mais une vache dans un milieu des Bashi, par exemple, dans le Kivu ou bien dans le Maniema, c'est des choses qui ne coûtent pas assez dans leur environnement, dans leur contexte. Alors, donc on a dit aux vaches désormais, plus de vaches. Il faut demander l'argent. Mais au contraire, c'est à Kinshasa, quand vous demandez des vaches pour votre fille, ça pourrait beaucoup plus coûter que... Peu importe, c'est la raison pour laquelle moi j'insiste sur le principe de la relativité. Voilà, M. Bifumano, je voudrais qu'on évolue un peu pour répondre aussi à cette autre question d'un téléspectateur qui parlait de la faiblesse de notre culture qui est due notamment à la falsification de l'histoire. Est-ce que nous connaissons vraiment notre histoire pour saisir et comprendre notre culture? Justement, personnellement, d'ailleurs dans mon ouvrage, l'histoire, c'est parmi les paramètres, un des paramètres qu'il faut renforcer pour... Vous voyez, on parle de l'histoire pour renforcer les recettes fiscales. Donc, comme la culture, nous sommes pas dit la culture qui aura comme conséquence changer de mentalité, et ce changement de mentalité va aboutir aussi au paiement normal des impôts, et quand les impôts sont bien payés, l'État a beaucoup d'argent, et l'État fait beaucoup de choses aussi. Et l'histoire devrait aussi suivre la même logique. C'est-à-dire l'histoire, quand elle est bien expliquée, on ne vit plus selon l'histoire. Oui, on ne vit plus selon l'histoire. Il faut bien comprendre ça. On ne vit pas ou on ne vit plus selon l'histoire. Sinon, vous serez nostalgique. Non, nous, quand nous filmons, à la belle époque, oui, ça c'est quand vous filmez. Quand vous filmez, c'était ça. Mais maintenant, c'est le présent. La vie, c'est le présent et l'avenir. Il faut ignorer l'histoire? J'arrive, justement, c'est ce que je viens de dire. Je précise bien, la vie, c'est le présent et l'avenir. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous tenons compte de demain. Mais maintenant, pour bien avoir cette approche-là, pour bien avoir cette approche d'aujourd'hui et de demain, il faut se référer au passé. Parce que le passé vous offrira des paramètres où c'est peut-être que certaines choses ont déjà existé par le passé, il se peut que nos ancêtres avaient résolu les problèmes, il se peut que dans une communauté quelconque, on avait déjà résolu les problèmes. Donc, il faut connaître par où le monde est passé, comment a commencé le monde, comment le monde a évolué jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, vous, à partir de là, vous saurez bien orienter les choses pour l'avenir. Donc, la connaissance de l'histoire est fondamentale pour un homme, pas seulement un homme cultivé, mais pour toute personne sensée. Parce que ça vous permet de vous remettre en cause vous-même. Il faut avoir une idée que vous croirez nouvelle, alors qu'elle a existé par le passé et elle a fait preuve de beaucoup de dégâts. Alors, quand vous connaissez cette histoire, vous allez maintenant vous réorienter en disant, si je fais ça, tel avait fait ça par le passé, voilà comment les conséquences qu'il a subies, moi je dois faire ceci, je corrige les erreurs de ce passé-là pour mieux orienter. Et c'est ça le fondement de l'histoire. Et maintenant, pour un pays, et là c'est un principe général pour tout le monde, maintenant pour un pays, la connaissance de son histoire, ça donne maintenant, ça augmente le patriotisme de quelqu'un. C'est un ingrédient important pour développer dans le chef d'un citoyen l'amour de sa patrie. Et quand l'amour de sa patrie est bien développé, c'est ce qui donne aussi la force de travailler davantage pour ce pays. Mais maintenant, quand on vous pose la question, votre histoire comment? C'est comme si nous n'avons pas eu une histoire, nous sommes nés aujourd'hui, et nous sommes créés aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, surtout les jeunes, nous ignorons beaucoup notre histoire. Et quand on parle de l'histoire du Congo, de nos sociétés même traditionnelles, ce n'est pas l'histoire qui commence de la colonisation ou bien de la création de notre État en 1985, mais il faut aller
avant ça, quand le Congo était encore des empires, est-ce qu'on peut dire que le Congo existait et que nos sociétés de l'époque ont des choses qui peuvent nous inspirer aujourd'hui pour vivre davantage mieux? Beaucoup. Beaucoup de choses peuvent nous inspirer. Par exemple, des petits désordres. Des petits désordres qui existent entre tribus. Ça existait par le passé. Le groupe Yaka avait attaqué Mbanza Congo, le royaume Congo. Mais maintenant, nous sommes dans un même pays. Et Luanda, vous connaissez pourquoi les Portugais étaient allés s'installer à Luanda? Mais c'est parce que les Nzimbo, ce qu'on appelle les Nzimbo, une sorte de choris, étaient exploités à Luanda. Et c'est ce qui servait de monnaie dans le royaume Congo. Maintenant, les Portugais plus malins, c'est-à-dire l'étranger plus malin, il vient, il vous endort et puis il va s'installer là-bas. C'est comme si c'est lui qui a maintenant le monopole de votre banque centrale. Voilà de telles choses. Mais si on connaît tout ça, on se dira, bon, quand quelqu'un vient de l'extérieur, nous devons avoir une certaine attitude pour que cette personne ne vienne pas nous déranger, qu'elle vienne pour nous aider. Si elle vient pour vivre avec nous, qu'elle soit correcte. Mais quand elle vient pour nous distraire et puis nous déstabiliser, là c'est mauvais. C'est comme aujourd'hui on parle des expatriés qui payent mal leurs employés, mais qui voilà. sont congolais, qui payent mal les impôts, et ça nous rappelle bien l'histoire. Mais justement, maintenant c'est pour dire que si nous avions cette histoire, j'ai toujours pris l'exemple des Chinois. Les Chinois, en Chine, vous ne payez pas les impôts, c'est un crime. Vous êtes châtié sévèrement. C'est comme un ministre a été pendu il n'y a pas longtemps. pendu pour $1000. Là, c'était par rapport à la gestion. Mais maintenant, quand ils viennent, ils savent l'importance des impôts. Nos frères chinois connaissent l'importance des impôts parce que ce sont les impôts qui développent la Chine. Et Mais quand ils viennent ici, ils ignorent. C'est comme s'ils viennent d'un pays où les impôts sont inconnus. Nous négligeons l'impôt. Est-ce que c'est parce que dans les sociétés traditionnelles, il n'y avait pas une sorte d'impôt? Mais l'impôt a existé sous plusieurs formes. Mais pour que nos rois, nos empereurs puissent survivre, est-ce que c'est eux qui allaient au champ, allaient cultiver le manioc pour venir nourrir les gens? Non. Eux étaient là en train de gérer la société, d'inviter qui que ce soit, mais ils doivent manger. Mais ce qu'ils mangeaient venait de qui? De la population. C'est ça, à l'époque on appelait ça tribu. Mais c'est ça l'impôt. Donc, le chef a toujours besoin d'argent. Le chef a besoin de moyens pour assurer votre sécurité, pour envoyer un émissaire à tel endroit, pour faire ceci. Ils avaient besoin de ça et c'est ce qui se faisait. Donc, les producteurs, les cultivateurs arrivaient avec leurs produits, les chasseurs arrivaient chez les rois avec ces produits. C'est ça. Alors, mais comment maintenant, pour que les rois aient les moyens pour bien nous protéger? Maintenant, cette logique-là, est-ce qu'elle a changé? Que le chef ait beaucoup plus de moyens pour nous protéger. Elle n'a pas changé. Alors, on est déjà à la fin. Je voudrais que vous puissiez conclure par cette question. Donc, vous confirmez par là que l'histoire occupe une bonne place. Je sais que nous allons y revenir. L'histoire, la connaissance de l'histoire de notre société occupe une bonne place dans le développement de notre pays et surtout dans l'orientation de l'avenir. Oui, c'est fondamental même. L'histoire vous explique là où vous êtes. Pourquoi vous êtes là? C'est l'histoire. Quand vous savez là où vous êtes, maintenant vous pouvez mieux vous orienter. Et qui vous aide, c'est comme on le dit, on vit au présent, mais on se sert de l'histoire pour vivre l'avenir. Ça résume tout. Mais vous ne connaissez pas votre histoire. Mais alors, vous allez vivre selon quelle motivation, selon quelles orientations. Donc, c'est ainsi que les autres, comme votre histoire, vous la bafouez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrivé à ce moment, pourquoi vous avez été colonisé, pourquoi vous avez vendu vos enfants, vos neveux à l'époque, avec l'esclavagisme, vous ne savez rien de tout ça. Vous ignorez que vos ancêtres ont vendu des gens, leurs enfants. Donc, moyennant argent, il y a tel, je vends la personne, moyennant argent. Nos ancêtres ont fait ça. Nous
nous ignorons. Et puis, on nous a dominés. Comment on nous a dominés? Nous ignorons. Qu'est-ce qui a été fait pour que nous devenions indépendants? Comment le processus de l'indépendance a-t-il commencé? Nous ignorons. Alors, mais qu'est-ce que nous voulons finalement? Vraiment. Manger, boire, c'est tout. Merci beaucoup, M. Bifumano. J'espère nous allons revenir sur ce sujet et dans tous les aspects possibles de ce sujet. Merci d'avoir répondu à nos questions. On revient prochainement pour répondre aux questions. Hein. On peut continuer avec l'histoire, Voilà. l'apport de l'histoire dans les changements de mentalité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Vous continuez à poser des questions et on sera là pour répondre. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.